Et si la France avait réellement conçu certains des moteurs les plus incroyables du XXe siècle ? Des moteurs d'une noblesse et d'une ambition telle qu'ils faisaient trembler les ingénieurs allemands et italiens. La France a eu son âge d'or mécanique. Un âge d'or que beaucoup ont oublié, balayé d'un coup par les normes, les taxes et les objectifs CO2. Dans cette vidéo, je vous propose de raviver la mémoire de ces monstres français à 6 et 12 cylindres, fauchés en petites parties par l'écologie. Et vous n'êtes absolument pas prêts à voir ce que nous avons laissé disparaître. C'est parti. Numéro 10. Mega Monte Carlo GTB V12, 1996 à 1999. La Mega Monte Carlo, c'est l'histoire d'un héritage improbable, celui d'une supercar monégasque née sous le nom de MCA Centenaire. À l'origine, dans les années 80, Fulvio Maria Bellabio rêve d'une hypercar capable de rivaliser avec Lamborghini et Ferrari. Pour cela, il fait appel à Guglielmo Bellassi, pionnier des composites en F1, pour développer un châssis full carbone avec double triangulation pendant 5 ans de travail. Et le résultat donne un prototype exposé devant Régnier 3 et motorisé par un V12 Lamborghini Countach. Sauf que l'histoire se complique. Après un projet avorté au Mans sous le nom de MiG M100, l'ensemble du programme est racheté par Exam. Et là, les Savoyards reprennent la base carbone, modernisent le design, fiabilisent les trains roulants et installent un V12 Mercedes-Benz de 6 litres. 394 chevaux, 570 Nm et 300 km/h. Pourquoi fait-elle partie des monstres assassinés par l'écologie ? Parce qu'en 1996, lancer une supercar artisanale de 6 litres atmosphérique 12 cylindres sans réseau, sans budget, c'est déjà suicidaire. Mais à l'époque, les normes d'homologation, les contraintes CO2, les règles GT1, GT2 et le coût de production ferment la porte à tout espoir. Une voiture comme ça serait aujourd'hui strictement impossible avec zéro chance d'être homologuée. 2 exemplaires seront produits, plus prototypes, et la France a perdu son dernier projet de supercar V12. Et pourtant, pendant un court instant, on a eu une voiture française capable de regarder une Diablo droit dans les yeux. Avant de passer au numéro 9, pensez à vous abonner, car ici, on entretient la mémoire de tout ce que l'industrie française a fait de plus fou. Numéro 9, Bugatti EB110, 1991 à 1995. En 1991, quand Bugatti renaît grâce à Romano Artioli, on veut frapper plus fort que tout le monde. Pour cela, on développe un châssis en carbone développé par l'aérospatiale, un freinage signé Brembo, des pneus Michelin spécifiques créés pour elle et un moteur de Formule 1 civilisé, caché derrière 2 portes en élytre qui annoncent la couleur. La version GT sort 560 chevaux. La Super Sport, 603 chevaux, 355 km/h, 0 à 100 en 3,2 secondes. En 1992, aucune Allemande ne joue dans cette catégorie. Même Lamborghini et Ferrari prennent une claque. On est littéralement dans l'hypercar avant que le mot existe. Alors pourquoi un tel chef-d'œuvre s'est-il éteint ? Parce que les années 90, c'est la crise. Le marché des supercars s'effondre, les normes anti-pollution se durcissent et l'entretien d'un V12 quadriturbo devient un luxe absolu. La consommation est délirante, plus de 17 litres au 100, les taxes explosent et la mode change. Seulement 139 exemplaires verront le jour, puis la faillite arrive en 1995. L'écologie ne l'a pas tué directement, mais elle a rendu impossible le retour d'un tel monstre. Aujourd'hui, un V12 3,5 litres quadriturbo ? Oublié. Numéro 8, Renault 25 V6 Turbo, 1984-1992. À l'origine, la R25 naît d'un long tiraillement interne. Le projet X29 traîne pendant des années, jusqu'à ce que la régie tranche. Ce sera une grande voiture moderne, aérodynamique, technologique et surtout présidentielle. Son dessin est signé par l'équipe d'Opron, son tableau de bord par Marcello Gandini, en personne, le papa de la Lamborghini Countach. Sous le capot, Renault ressort son fameux V6 PRV en version profondément revue. Vilebrequin à maneton décalé, suralimentation 2,5 litres, 182 chevaux au lancement, puis 205 chevaux en 1990. À l'époque, ça vous permettait d'aller écouter le top 50 à 223 km/h dans un silence quasi religieux. Face aux Audi 200 Turbo ou Mercedes 300e, la française ne rougissait pas.
ABS de série, équipement pléthorique, confort de tapis volant, et même une limousine allongée de 30 cm fabriquée chez Heulier. Riche en fiscalité, pauvre en rendement moderne, l'écologie a littéralement refermé le capot. Et pourtant, si vous en essayez une aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi j'en parle avec ce petit sourire nostalgique. Passons à la suivante. Numéro 7, le V6 PRV 2,8 litres Peugeot 604-605, 1975-1985. Présentée en 1975 au Salon de Genève, la 604, c'est LA tentative française d'aller marcher sur les plates-bandes de Mercedes et BMW. Une vraie limousine statutaire, dessinée par Pininfarina, adoptée par les ministres et même par Valéry Giscard d'Estaing. La France voulait prouver qu'elle savait faire du haut de gamme. Et quoi de mieux qu'un 6 cylindres pour le rappeler au monde entier ? Sauf que ce V6 PRV à l'origine devait être un V8. Malheureusement, la crise pétrolière de 73 passe par là, et le futur moteur franco-suédois se voit amputé de 2 cylindres. Il garde cependant son angle de V à 90 degrés. Pas idéal pour un V6, ce qui lui donnera ce fonctionnement un peu rugueux, ce caractère à l'ancienne qu'on adore, mais que les ingénieurs de l'époque ont dû maudire. Où ce bloc devient un monstre, c'est dans sa montée en puissance. Dès 136 chevaux d'origine, on passe à 144 avec l'injection Bosch de litre 7, puis à 155 de litre 8 dans la fameuse 604 GTI de 84 avant l'arrêt de production. Ce moteur va motoriser la 604, la Tagora, la 505 V6 et plus tard, dans d'autres cylindrées, il deviendra carrément mythique. Mais pourquoi a-t-il disparu ? Principalement à cause des normes CO2, NOx, exigences d'efficacité énergétique, fiscalité de plus en plus punitive, etc. Bref, tout ce qui rend impossible la survie d'un V6 atmosphérique de 2,8 litres aujourd'hui. Ce n'est pas sa faute, c'est l'époque qui l'a tué. Numéro 6. Le V6 Turbo Renault EF 1977 à 2003. À la base, ce bloc, c'est le pari fou de Renault Sport. Un V6 à 90 degrés, 1,5 litre, gavé par un turbo Garrett ou KKK développé par Bernard Dudot. Un moteur si en avance qu'il passait de 510 à plus de 1300 chevaux en mode qualif. Quand BMW, Mercedes et Porsche regardaient encore la turbotechnologie avec des pincettes, Renault arrivait en F1 avec une bouilloire jaune capable de pulvériser les chronos. Mais le plus incroyable, c'est ce qui va arriver ensuite. Parce que ce moteur de F1 va littéralement déborder des circuits pour atterrir dans les voitures de route. Adapté, dégonflé, assagi, il descend entre 2,5 litres et 3 litres pour devenir le cœur de plusieurs ovnis. Alors pourquoi ce V6 a-t-il disparu ? 3 raisons. Première raison, les normes anti-pollution, car un V6 turbo dérivé de la F1, ça consomme autant qu'un lance-flamme. Deuxième raison, la fiscalité française qui a tué toutes les grosses cylindrées. Et enfin, troisième raison, la demande de l'Europe entière qui voulait du downsizing et pas un moteur qui fait passer un V6 allemand pour un grille-pain. Voilà pourquoi un moteur conçu pour humilier le monde entier a été enterré par l'écologie, les taxes et l'indifférence du marché. Numéro 5, Citroën SM Biturbo, le prototype interdit au V6 Maserati 2,8 litres, année 1980, jamais commercialisé. Pour comprendre ce fantasme roulant, il faut remonter quelques années en arrière. Quand Citroën rachète Maserati en 1968, l'objectif est d'offrir à la France un grand tourisme capable de rivaliser avec les meilleures européennes. C'est comme ça que naît la SM et son V6 Maserati atmosphérique de 3 litres. Mais après la faillite de Citroën en 1974 et la fin brutale de la collaboration, les ingénieurs des deux maisons continuent officieusement à rêver de la SM ultime. Sauf qu'entre-temps, Maserati passe sous le contrôle de De Tomaso. Et De Tomaso, lui, n'a qu'une obsession, sortir la marque du gouffre en développant une nouvelle génération de moteurs compacts, violents, turbocompressés. Ce sera la faillite des biturbos, dont le fameux V6 2,8 litres 2799 cm3, capable de cracher entre 225 et 250 chevaux dans ses versions les plus sages. C'est précisément ce bloc-là qu'un petit groupe d'ingénieurs aurait installé dans une Citroën SM pour tester un retour du haut de gamme sportif français. Une ESM, avec 2 turbos. Une ESM avec un moteur italien moderne rageur brutal. Une ESM capable de jouer dans la même cour que les BMW M, les Mercedes 500 ou les Porsche 928 de l'époque. En termes d'ADN, c'était une humiliation annoncée pour l'orgueil germanique. Un châssis hydropneumatique magique, aérodynamique venu du futur et 250 chevaux sous le capot. Alors pourquoi ce chef-d'œuvre n'a jamais vu le jour ?
Pour 3 raisons simples. D'abord, l'écologie naissante, ensuite le contexte économique, et enfin, la politique industrielle car Peugeot, nouveau propriétaire, voulait rationaliser les coûts, pas ressusciter les fantômes italiens. Seuls quelques prototypes auraient réellement existé. Numéro 4, V6 PSA ES9 3 litres 24V, 1997 à 2010. Ce V6 ES9, personnellement, je l'ai découvert pour la première fois sous le capot d'une Peugeot 406 coupé. Et quand vous ouvrez le capot et que vous voyez ce bloc tout aluminium, ouvert à 60 degrés, avec ses 2 culasses, ses 4 arbres à cam et ses 24 soupapes, vous comprenez immédiatement que la France ne venait pas pour faire de la figuration. Pourquoi ce moteur existe ? Parce qu'il fallait remplacer le PRV. Le vieux V6 Peugeot Renault Volvo, génial mais arrivé en fin de course. Les normes se durcissaient, les clients voulaient plus de douceur, plus de puissance, moins de vibrations. Et surtout les Allemands trustaient le terrain avec leur V6 2 litres 8, 3 litres, 3 litres 2 qui faisaient rêver les cadres supérieurs. Il fallait réagir. PSA et Renault ont donc uni leurs forces, partagé les coûts et confié le développement à Peugeot. Techniquement, c'est un bijou. 2946 cm3, bloc alu, chemise fonte sèche, distribution par courroie, Bosch Motronic, entre 194 et 211 chevaux dans les versions PSA, jusqu'à 255 chevaux dans les versions Renault préparées. Porsche Engineering pour la Clio V6 Phase 2. Et une souplesse et une onctuosité que les propriétaires n'ont jamais oubliées. Alors pourquoi il disparaît ? Pour les mêmes raisons que la plupart des nobles moteurs atmosphériques européens, les normes anti-pollution. Euro 4 puis Euro 5 ont été fatales. Pour rester en vie, il aurait fallu l'injection directe, le downsizing, la suralimentation. Et PSA comme Renault n'avait ni budget ni intérêt commercial pour moderniser un moteur réservé à une poignée de modèles haut de gamme, 607, C6, 407 Coupé, C5, Laguna, Aventime, Safran. Et quand Renault rejoint Nissan, la messe est dite et on bascule vers le V6 VQ japonais. Le S9 est condamné, le dernier V6 atmosphérique français. Le dernier moteur noble qui voulait prouver qu'on pouvait encore rivaliser avec Munich et Stuttgart à la française. Et aujourd'hui, plus rien. Fin de production en 2010, aucune relève, aucune alternative. Numéro 3, Venturi 260 400, 1989 à 1994. Tout comme souvent en France, dans un atelier où 2 hommes, Claude Poirot et Gérard Godefroy, bricolent entre 2 projets liés et décident de créer leur sportive. La première Venturi, roulante, sort en 1986. Puis arrive ce qui nous intéresse, la lignée 260-400, les véritables bêtes noires de la marque. La Venturi 260 avec son V6 PRV 2 litres 8 biturbo, 260 chevaux, version atmosphérique 215 chevaux, et une philosophie simple, légère, affûtée, efficace. Une supercar artisanale, mais qui claquait dans les virages plus fort qu'une Porsche 944 au turbo. Venturi ne veut pas seulement exister, ils veulent gagner sur route et sur circuit. Alors ils sortent l'arme nucléaire, la 400 Trophy, puis sa version routière, la Venturi 400 GT. Toujours le PRV poussé à 408 chevaux. 2 turbos qui soufflent comme des locomotives, 530 Nm, 280 km/h et un 0 à 100 en 4,5 secondes. Un chiffre fou pour une Française de 92, assez fou pour humilier pas mal d'Allemandes à l'époque. Et la première voiture de route au monde équipée de freins carbone. Mais voilà, un moteur glouton, une production artisanale, une fiscalité et une écologie naissante qui voient d'un très mauvais œil un V6 biturbo de plus de 400 chevaux. Seulement 15 exemplaires de la 400 GT seront vendus. Venturi voulait sauver la France avec un biturbo. L'écologie naissante et la fiscalité l'ont tué. Numéro 2, Citroën XM, C6 V6, 1989-2012. Tout commence en 1989, quand la XM revient dans la catégorie des 6 cylindres. Le V6 PRV12, puis 24 soupapes à 190 chevaux, puis enfin le S9 de 2946 cm3 à 200 chevaux, c'est la réponse française au 525i, 260e, Senator et compagnie. Un moteur noble, rond, souple, coincé entre une accessibilité mécanique infernale et une image de fiabilité qui n'a pas résisté au rouleau compresseur allemand. La XM avait du cœur, de la technique et une suspension hydractive qui l'a transformée en tapis volant. Mais la clientèle haut de gamme voulait de la rigueur germanique, pas du génie français un peu susceptible. Et puis arrive la C6. Et là, Citroën dégaine son arme finale. Le V6 HDI 3 litres, 2993 cm3, développé avec Ford. 240 chevaux, 450 Nm, injection à 2000 bars, double turbo séquentiel, FAP longue durée.
Le moteur parfait pour avaler l'autoroute dans un silence presque surnaturel. Un diesel de luxe, un vrai. Un de ceux qu'on ne reverra jamais. Pourquoi ? Parce que l'écologie, les normes, le CO2 et les malus ont achevé tout espoir de gros moteurs français. Trop lourd à homologuer, trop coûteux à maintenir, trop éloigné des priorités politiques de l'époque. La C6 3 litres HDI était la dernière tentative d'exister face au E-Class 530D et A6 TDI. Et malgré sa douceur incroyable, malgré son charme d'ambassadrice de la République, elle n'a pas survécu. Finalement, un monde s'est refermé avec elle. Et avant que je ne vous parle du moteur ultime, n'hésitez pas à soutenir notre petite équipe de créatifs indépendants en vous abonnant. Numéro 1. Renault Laguna V6 3 litres, 2001 à 2005. Quand elle arrive en 2001, la Laguna 2 coche toutes les cases du progrès. Nouvelle plateforme hyper rigide, technologie partout et première voiture française à décrocher les 5 étoiles Euro NCAP. Renault est au sommet, Patrick Lequément signe une silhouette élégante. Et la version Estate frôle même la prestance d'un premium. Mais le cœur de la bête, c'est le V6 ES9 de 3 litres, conçu avec PSA pour remplacer le légendaire PRV. 207 chevaux, une souplesse magnifique, une mélodie grave et métallique qui n'avait rien à envier à une BMW 325i de l'époque. Et une boîte auto A1 qui, une fois vidangée comme il faut, encaisse tout, le genre qu'on ne reverra plus. Alors pourquoi a-t-il été assassiné ? Pour 3 raisons. D'abord, la fiabilité catastrophique des versions diesel et de l'électronique a ruiné l'image du haut de gamme. Personne ne voulait payer le prix d'une allemande pour une française à problème. Ensuite, l'écotaxe, les normes anti-pollution et la chasse aux cylindrés ont tué le gros moteur atmosphérique. Le V6, c'était 11 litres au 100, minimum. Inexcusable pour une berline généraliste. Enfin, le marché lui-même a changé. Le diesel triomphe, les SUV arrivent et les moteurs nobles disparaissent des segments intermédiaires. En 2007, la Laguna V6 s'éteint discrètement. C'est la dernière Renault à porter un vrai moteur noble atmosphérique. Le dernier rugissement français avant l'ère du downsizing. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si le sujet vous intéresse, allez voir notre vidéo sur les Renault diesel capables d'atteindre les 500 000 km. Partagez-la à un ami qui envisage peut-être d'acheter une Renault. A très vite dans le garage français.